Bonjour, vous écoutez Decade for Change, le podcast. Aujourd'hui, notre monde fait face à des défis sans précédent. Le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la croissance des divisions et des inégalités au sein de nos sociétés. Pour relever ces défis, 2020-2030 doit être la décennie de l'action. 10 ans pour transformer les bonnes volontés en résultats à la hauteur des enjeux. C'est la responsabilité de chacun. Mais comment faire ? Decade for Change, le podcast, part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Judith de Varenne reçoit Lou Velgreen, Head of Product chez Carbon for Finance et coprésidente de l'association Data for Good, qui rassemble une communauté de bénévoles de la tech, mettant leurs compétences au profit de la résolution de problèmes sociaux et environnementaux. Elle évoque avec nous la question de l'impact des technologies sur le réchauffement climatique et la manière dont les acteurs associatifs et entreprises peuvent se saisir de la data pour construire des solutions. Bonjour Lou Velgreen. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de données et surtout de tous ceux qui travaillent avec ces données et qui ont voulu mettre leur travail au service d'associations pour les aider à améliorer leur impact environnemental et social. Avant de rentrer dans le détail des projets que vous accompagnez avec Data for Good, j'avais une première question à vous poser. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous engager auprès des acteurs du secteur numérique ? Pourquoi ce secteur-là plutôt qu'un autre ? Donc cette association, elle est née en 2015 en partant vraiment du constat que les cerveaux les plus brillants de ma génération passaient plus de temps à faire cliquer des gens sur des pubs qu'à essayer de résoudre les grands défis du siècle. Et donc du coup, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte de mettre ces cerveaux au service de ces grands défis. Et donc moi j'étais pas là à la jeunesse du projet, mais quand le projet s'est monté, la question c'était vraiment comment est-ce qu'on peut mettre en relation d'un côté des experts de la tech qui ont du temps, qui ont envie de mettre leurs compétences au service de l'intérêt général, et de l'autre des associations qui ont des projets incroyables, qui ont énormément de sens et d'impact, mais qui manquent de ces ressources pour pouvoir aller plus loin. Comment est-ce qu'on met ces deux mondes en relation ? Et alors justement, comment est-ce que vous aviez réussi à réconcilier ces deux mondes qui, en fait, pour un certain nombre de personnes, peuvent paraître parfois un petit peu opposés ? Est-ce que ça fonctionne ? Je pense que ce qui est important, et peut-être la première chose à dire, c'est qu'il faut vraiment pas du tout avoir une vision idéalisée de la technologie en pensant que c'est ça qui va nous sauver. Je pense qu'il faut qu'on ait un rapport à la technologie qui soit beaucoup plus empreint de sobriété et j'aime bien dire de technolucidité, parce que le premier point, c'est que la technologie, elle a toujours un impact en soi. Utiliser de la technologie, elle va utiliser des ressources, donc de l'eau, de l'énergie, des métaux. Et tout ça, ça a toujours un impact. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du numérique, le numérique, aujourd'hui, dans le monde, ça représente 4% des émissions mondiales, mais un taux de croissance d'environ 6 ou 7% par an, qui fait que en tous les 12 ans, en fait, on double les émissions. Donc, c'est absolument démentiel. Pour vous donner un autre exemple un peu de la matérialité de ça, un ordinateur qui pèse à peu près 2 kilos, il faut 26 kg de produits chimiques pour le produire, 240 kg d'énergie et 1,5 tonnes d'eau en moyenne pour produire ce type d'instrument qui nous permet d'accéder au numérique. Donc c'est hyper important d'avoir en tête ces chiffres pour comprendre que c'est un peu un secteur qu'on essaye de nous vendre comme tout le temps étant dématérialisé. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la sémantique qu'on utilise pour en parler, elle est très forte. On parle du cloud, on parle de plein de mots qui nous font croire que ça se passe dans le ciel, et que c'est un peu immatériel, alors qu'en fait, par exemple, les données numériques, il y a 99% des données numériques qui transitent par des énormes câbles sous-marins. Donc c'est tout sauf immatériel. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête quand on parle de technologie, c'est que ça repose sur des matières. Et la deuxième chose très importante à avoir en tête, c'est l'effet rebond. C'est-à-dire que très souvent, d'ailleurs même quasi systématiquement, c'est observé, quand on crée une nouvelle technologie et qu'on pense qu'elle réduit les impacts, en fait, ce qui se passe, c'est que on arrive à consommer moins par unité produite, mais en fait, on intensifie l'usage de cette technologie et donc au final, on efface complètement le gain énergétique qu'on pensait avoir au départ.
Et donc ça, c'est valable dans tous les secteurs. Donc si on prend l'exemple de l'aviation, depuis les années 1990, on a en moyenne divisé par 2 l'intensité par passager kilomètre d'un avion. Mais dans le même temps, on a augmenté par plus de 4,6 le trafic aérien. Et donc du coup, on a multiplié par plus de 2 les émissions. Et donc ça, je parle d'amélioration technologique dans l'avion, mais en fait, c'est valable pour tous les secteurs. Par exemple, quand on décide de rénover thermiquement son logement, du coup, on se rend compte que ça nous coûte moins cher, donc on chauffe plus. Pareil, si on achète une voiture plus efficace, du coup, on va rouler plus longtemps, plus loin, etc. Et donc, si on n'a pas systématiquement en tête cet impact et cet effet rebond, en fait, on peut passer à côté. On peut toujours se dire, c'est facile, on n'a qu'à inventer une nouvelle technologie pour qui émet moins. Mais en fait, on va, en tout cas, c'est ce qu'on observe pour l'instant, toujours, au final, de manière absolue, consommer plus. Et donc, du coup, ce que ça implique, c'est que si on n'a pas systématiquement une réflexion sur la finalité de ce qu'on produit, avant de savoir comment est-ce qu'on le fait, en fait, on passe à côté du problème. Et donc, pour moi, la technologie, elle peut être une solution, et il y a des solutions qui doivent passer par la technologie, mais toujours en ayant en tête que le premier objectif qu'on doit avoir, c'est la sobriété, c'est de réduire nos usages, et c'est de se demander quels sont les besoins qui sont compatibles avec un monde bas carbone, quels sont les besoins auxquels on veut répondre, et une fois qu'on a défini ces besoins, là, on peut commencer à se demander quelle technologie ou quel moyen on va utiliser pour y répondre. Mais je prends un exemple pour finir. Si par exemple vous êtes une entreprise qui fait de la publicité vidéo en ligne et que vous essayez d'utiliser des nouvelles technologies par exemple pour avoir de l'énergie renouvelable, donc en fait vous réduisez votre impact sans vous être en amont posé la question de est-ce que le service que vous produisez, c'est-à-dire faire de la publicité pour des produits dont on n'a pas besoin, était utile, en fait vous passez à côté du problème. Est-ce que pour illustrer ce point, vous pourriez nous parler des associations que vous accompagnez et nous donner en fait des exemples concrets de comment vous les sensibilisez justement à cet impact de la technologie et surtout comment vous agissez et les aider aussi à développer des solutions? Data for Good, on a une communauté du coup de plus de 4000 experts de la tech bénévoles qui vont donner de leur temps pour accompagner des associations. Et on n'est vraiment pas forcément dans la sensibilisation, on est beaucoup plus dans l'action. Donc le principe vraiment de l'association, c'est que tout le code qu'on développe est open source pour qu'il puisse servir à d'autres derrière. Et aussi, on a vraiment comme objectif de construire des produits qui sont des solutions, de pas rester que dans les idées, mais vraiment d'arriver avec des produits finis qui fonctionnent et qui sont réutilisables et qui rendent les associations autonomes derrière. Donc en fait, principalement, on fonctionne par saison d'accélération, qui dure en moyenne 10 mois. Et on va sélectionner une dizaine d'associations à aider. Et là, on va les matcher avec un groupe de bénévoles, donc en général 10 ou 15 bénévoles, qui vont les accompagner pendant 3 mois et donner en moyenne entre 8 et 12 heures de leur temps par semaine. Donc c'est quand même un engagement assez conséquent. Et donc elles arrivent avec une problématique et nous, on les aide à y répondre avec une solution concrète à la fin. Un exemple dont j'aime bien parler, c'est l'EcoScore qu'on a construit avec Open Food Facts. Donc Open Food Facts, c'est une association qui est un peu le Wikipédia de l'alimentation. Notamment, c'était la base de données qui a servi au départ à l'émergence de Yuka. Et à partir de cette base de données, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait construire un indicateur qui permette aux citoyens de mieux comprendre l'impact de leur alimentation pour essayer de faire des choix de consommation qui sont plus éclairés, parce qu'on est aussi convaincu que donner l'information, ça permet d'être maître de ses choix. Donc, par exemple, savoir que 1 kg de bœuf, ça émet 30 kg de CO2 par rapport à 700 grammes pour 1 kg de tomates en moyenne, c'est hyper important d'avoir accès à ces informations-là pour choisir en conscience quand on peut le faire. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on les a aidés ? Là, c'est qu'on a monté une équipe de bénévoles. Et donc au tout départ, le projet, c'était vraiment un calcul très simple où on se basait exclusivement sur le contenu du produit. Donc par exemple, est-ce que c'est du bœuf ou des tomates ? Et ça permet déjà d'avoir un bon ordre de grandeur. Et puis au fur et à mesure des saisons d'accompagnement, on a pu affiner, par exemple en faisant de la détection d'images qui nous permet de détecter des logos
et aussi des labels. Donc par exemple, si on a des labels bio, etc., on peut améliorer au fur et à mesure la note. On peut détecter des aliments et aller de manière beaucoup plus précise dans le découpage des impacts, etc. Et donc au fur et à mesure, on essaye de l'améliorer. Et donc ça, aujourd'hui, c'est disponible sur plus de 750 000 produits dans le monde sur l'application. Un deuxième exemple que j'aime bien donner d'une association qui s'appelle Payoneer, qui est une association qui est pour le coup est née au sein de Data for Good. Donc c'était un ingénieur qui avait comme métier de faire de la reconnaissance d'images pour détecter dans vos assiettes des petits pois, des carottes, et qui s'est passionné pour le sujet des feux de forêt. Et donc du coup qui a décidé de développer vraiment ce projet. S'est construit pas un ingénieur tout seul dans son garage, mais main dans la main avec des pompiers pour aussi s'assurer, et ça c'est vraiment quelque chose de très important pour nous assurer que les solutions qu'on développe, elles sont en ligne avec les besoins du terrain. Et donc du coup la solution qui a été développée, c'est une solution assez sobre énergétiquement, qui est constituée d'une caméra et d'un micro-ordinateur embarqué. Donc c'est à peu près la consommation d'un dixième de grille-pain en continu, donc c'est quand même assez léger en termes de consommation. Et l'idée, c'est qu'on place ce dispositif sur des tours de guet, et en fait ça traite les images en temps réel avec un algorithme open source de détection d'images, et ça permet en temps réel d'informer les pompiers en cas de départ de feu. Et donc, du coup, ce dispositif, aujourd'hui, il est déployé dans plus de 7 zones en France, principalement en Ardèche et en Gironde. Et il surveille actuellement plus de 250 000 hectares de forêt. Et il y a pas si longtemps, ça a permis de détecter, par exemple, un incendie un départ de feu à plus de 15 km de la tour de guet. Donc, tout ça pour dire que on arrive à construire des solutions qui peuvent vraiment être utiles dans le quotidien, et qui illustre l'importance vraiment de nouer des partenariats entre des associations qui ont l'expérience du terrain et qui ont des problématiques vraiment concrètes à résoudre, et des experts de la tech qui maîtrisent vraiment le monde de la donnée. Et quand on fait se rencontrer ces deux mondes, on peut vraiment arriver à avoir de l'impact. Alors la question de l'ouverture des données, vous l'avez évoqué, ça offre beaucoup d'opportunités. Ça pose également quelques questions, et notamment sur les enjeux un petit peu de responsabilité et d'éthique dans l'usage qu'on fait de ces données. Quels sont les garde-fous en fait aujourd'hui pour contrôler ça et s'assurer que en fait les données sont utilisées à bon escient? Je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de garde-fous. Et d'ailleurs, on le voit très bien quand on utilise des applications, que ce soit les réseaux sociaux ou autres, et qu'on se rend compte qu'en fait rien n'est gratuit, et que tout ce qui est gratuit, c'est parce que derrière, en fait, nos données sont la valorisation qu'on apporte à ces plateformes. Donc, je pense que c'est très important et que de se poser ces questions-là dans une entreprise et à n'importe quel moment où on intervient dans le cycle de vie d'une donnée. Donc, je pense qu'on peut distinguer deux choses entre producteurs de données et utilisateurs. Je pense qu'il y a un peu deux démarches différentes à avoir. En tant que producteur, avec Data for Good, on avait fait un projet il y a quelques années qui était un serment d'Hippocrate du data scientist, qui était voulu comme vraiment un espèce de guide pour toutes les personnes qui interviennent dans le cycle de vie d'une donnée, afin qu'ils se posent les bonnes questions pour s'assurer que ce qu'ils génèrent est en lien avec leurs valeurs. Donc même là, quand je le dis, on voit bien les limites. C'est déclaratif, c'est dans les mains de la personne qui décide ou non de le suivre. Donc il y a un vrai sujet à systématiser ce genre de code d'éthique et d'y faire attention. Donc par exemple, il y avait tout un paragraphe sur se poser des questions sur les biais qu'on introduit dans les algorithmes qu'on génère, les choix qu'on peut faire entre des modèles qui sont très performants mais qui sont des énormes boîtes noires dont on comprend même pas les causes et le fonctionnement, versus des modèles qui peuvent parfois être moins performants mais dont on maîtrise les variables. Donc tout ça, c'était un guide vraiment d'appui dans la création de la donnée au quotidien. Donc je vous invite à l'utiliser et à aller le consulter. Et ensuite, en tant qu'utilisateur de la donnée, tous au quotidien, de plus en plus, on est amené à utiliser de la donnée.
Et je pense qu'il y a aussi, pareil, une démarche à avoir de questionnement pour en permanence s'interroger sur l'origine de la donnée, comment est-ce qu'elle a été calculée, comprendre ce qui est inclus, ce qui est pas inclus. Ça, c'est une question auquel je suis confrontée au quotidien dans mon métier, parce qu'on utilise beaucoup de facteurs d'émission. Et en fait, j'illustre, mais c'est valable pour plein d'autres exemples. On va utiliser un facteur d'émission, donc on pourrait se dire, c'est simple, ça c'est le facteur d'émission de des tonnes de CO2 par kilomètre parcouru, par exemple, par une voiture. Donc j'ai juste à multiplier le nombre de kilomètres parcourus par la voiture par ce facteur d'émission. Mais en fait, si je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, je peux passer à côté d'une énorme partie des impacts. Parce que ça se trouve, ce facteur d'émission, il va inclure, par exemple, que les émissions liées à la combustion des voitures, mais il va pas inclure le cycle de vie. Par exemple, la fabrication, etc. Et donc, si par exemple, j'utilise ce même facteur, un facteur donc pour du thermique, c'est pas très grave parce que la fabrication elle est marginale par rapport à l'usage. Mais si par exemple j'ai le même cas pour une voiture électrique, où là en fait la majorité des impacts provient de la fabrication, et ben là en fait je vais passer à côté d'une énorme partie des impacts. Donc si on n'a pas en permanence cette démarche de se demander d'où viennent les données qu'on utilise, quels peuvent être les biais qui ont été introduits et comment est-ce qu'elles ont été calculées, je pense qu'on se met à risque. Et étant donné qu'on évolue dans un monde qui est de plus en plus dicté et envahi de données, je pense que c'est très important qu'on adopte tous cette démarche de se poser ces questions dès qu'on est utilisateur de données. Alors la question de la donnée en entreprise, elle est déjà très importante, elle va l'être de plus en plus dans les prochaines années, avec la question bien sûr de la mesure aussi de l'impact carbone des entreprises, vous l'évoquiez à l'instant. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elles s'en saisissent aujourd'hui, les entreprises, ou plutôt, et sinon, qui devrait s'en saisir au sein des entreprises? J'ai l'impression que c'est un sujet qui est de plus en plus c'est important sur la table, et quand vous me posez la question de qui devrait s'en saisir, en fait, je pense que tout le monde devrait s'en saisir. Je pense qu'on a par le passé un peu eu tendance à reléguer les sujets de climat et d'impact dans une petite branche fermée qui était le développement durable ou la RSE. Qu'aujourd'hui, ce sujet, en fait, il doit être géré de manière systémique au niveau de l'intégralité de l'entreprise, parce que c'est pas un sujet à part, mais c'est un sujet qui va impacter la viabilité à terme de l'entreprise. Et du coup, si c'est pas intégré dans la stratégie et dans la manière de calculer la performance d'une entreprise et ses résultats, en fait, l'entreprise prend le risque de ne plus être viable dans les années à venir, parce qu'elle aura mal compris cette dépendance au risque de transition. Quels sont les territoires que vous avez envie d'explorer avec Data for Good dans les prochaines années? Si vous vous projetez dans 5 ans, c'est quoi votre envie? C'est d'avoir une communauté qui grandit? C'est de travailler avec d'autres acteurs? Comment est-ce que vous voyez à l'avenir? Je pense qu'on a une communauté assez chouette de 4000 experts. Moi, ce que j'aimerais, oui, c'est qu'on puisse toucher beaucoup plus d'associations, parce qu'aujourd'hui, on fait 10 projets par an, mais c'est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, et je m'en rends compte au quotidien avec les projets qu'on accompagne, c'est que c'est les associations qui sont les plus éloignées de ces enjeux-là ont pas forcément le réflexe de venir nous voir, parce qu'en fait, elles se rendent pas forcément même compte de ce qu'elles pourraient faire avec de la donnée. Et donc, du coup, j'aimerais bien qu'on arrive à toucher beaucoup plus d'associations pour transformer les usages aujourd'hui qu'on fait de la donnée, et un peu que ces associations-là, elles puissent jouer avec des cartes égales que les grandes entreprises technologiques aujourd'hui. Et dans l'autre sens, l'objectif aussi de faire travailler des bénévoles sur ces projets-là, c'est aussi un peu leur faire prendre conscience que là aujourd'hui ils font ça sur un projet bénévole à côté, mais en fait donner du sens à ce qu'ils font et à leurs compétences, ça pourrait être un job à temps plein. Donc ça, c'est un peu mon objectif caché de cheval de Troie, de me dire comment est-ce qu'on peut aussi générer des déclics chez des gens qui font le métier qu'ils font aujourd'hui parce que en fait ils se sont jamais vraiment posé la question, et que peut-être que c'était une question qu'on se posait moins avant du sens qu'on apporte à notre travail.
mais que en expérimentant et en se rendant compte de tout ce qu'il y a à faire et de l'impact que ça peut avoir, leur donner envie aussi d'évoluer vers des métiers plus porteurs de sens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.